Hello, c'est Gonzague. Aujourd'hui, j'ai avec moi le nouveau MacBook, le produit qui a fait couler beaucoup d'encre électronique ces derniers jours parce qu'on l'a largement comparé au MacBook lors de sa sortie. Pourquoi? Parce que c'est un ordi qui est un peu basé sur des concessions, notamment par le fait qu'il embarque un processeur qui est assez léger et qui n'a que 2 ports au total. Donc c'est, je ne sais même pas si on peut parler de total quand il n'y en a que 2. Un port audio et un port USB-C qui se trouve sur la tranche ici, qui est vraiment très fin. C'est dur de le filmer puisque l'appareil photo ne veut plus faire la mise au point sur des objets qui sont si peu gros. Et donc que j'ai eu en test pendant, je crois, 2 semaines. J'ai eu largement l'occasion de l'emmener avec moi un peu partout et d'en trouver les bons et les mauvais côtés. Alors, le premier point d'ailleurs, si on prend la fiche chez Apple, on va le faire dans le sens où il le propose. Il est dispo en 3 couleurs. Celui-ci, c'est le gris sidéral. Vous pouvez constater qu'il y a une différence de teinte entre les deux. Elle est encore plus flagrante en vrai. Peut-être qu'en baissant la luminosité de ma caméra. Voilà. Et peut-être qu'en éteignant carrément la lampe. Voilà, on verra que c'est pas la même couleur. Je la trouve magnifique. Il est aussi dispo en argent, qui est la couleur classique, et en or, qui sera pour les Chinois et les Russes. À partir de 1449 €, c'est la configuration que j'ai. Donc c'est un modèle avec un processeur Intel Core M 1,1 GHz qui a deux cœurs et donc c'est pas très puissant. 8 Go de RAM, c'est le maximum qu'on puisse avoir sur cette machine dans cette configuration là. Apparemment il y avait une histoire de machine de configuration encore supérieure, mais je crois que ça c'est pour les processeurs. Voilà, donc là on ne dit pas grand chose, ça s'appelle le MacBook d'ailleurs dans Yosemite. Il a un écran Retina, ça c'est vrai, comme le MacBook Pro Retina. Ce que n'ont pas les MacBook Air. Un écran Retina, c'est un écran avec une définition et un nombre de pixels plus élevé qui monte jusqu'à 1440 par 900 pixels. Donc ça donne des images d'une netteté qui sont assez hallucinantes. Et le gros point, c'est que si j'avais eu un MacBook en comparaison, j'aurais encore plus été bluffé par l'écran, puisqu'on s'habitue très très vite à la qualité de ces deux choses-là. Moi j'avais déjà un peu l'habitude puisque j'ai ça à la maison en plus grand, là en 13 et donc maintenant en 12 avec le MacBook. C'est très 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 agréable à l'utilisation. Le confort visuel est impressionnant. Ensuite, donc processeur, c'est là que le bas blesse, puisqu'il y a donc 1,1 GHz qui se booste jusqu'à 2,4 sur la première déclinaison de ce MacBook. 4 mégas de cache, c'est pas très très élevé. On peut l'avoir en config avec 1,3 GHz qui monte jusqu'à 2,9. Honnêtement, ça commence à coûter très cher après, puisque le deuxième modèle est à 1799. Ça fait pas donné pour l'ordi, 8 Go de RAM. Et donc la différence entre le modèle à 1449 et l'autre, c'est qu'il y a 2 fois plus de stockage sur le deuxième. Celui-ci a 256 Go d'espace et l'autre modèle en a 512 et un poids de 920 grammes hors alimentation. L'alimentation sur laquelle on reviendra après. Voilà, il a du Wi-Fi AC et le port USB-C dont je vous parlais, qui permet la recharge, la sortie en DisplayPort, VGA, vidéo HDMI, mais là encore, l'ordinateur est livré uniquement avec son chargeur. Donc, si vous voulez vous servir de l'unique port, vous êtes obligé d'acheter un accessoire. Et les accessoires ne sont pas donnés, puisque, par exemple, moi, on m'a passé celui-là pour faire mes essais, qui est l'adaptateur USB-C vers USB 3. Déjà, celui-là coûte une trentaine d'euros, et puis il y en a d'autres qui contiennent de l'HDMI, du VGA, qui coûtent encore plus cher. Voilà, 2 haut-parleurs et le fameux nouveau clavier, donc que j'adore. Je pense que j'aimerais beaucoup avoir ce clavier dans mon MacBook Pro Retina et qu'il sera bientôt intégré dans les futurs Mac. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus silencieux déjà. Bon, à part les sons du système.
En gros, quand on tape sur une touche comme ça, ah, j'appuie trop fort, on va pas se rendre compte de la différence, mais grosso merdo, à l'utilisation, celui-là est plus sourd dans son bruit et un peu moins de cliquetis, et plus précis. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié et accroché ce clavier qui fait la même largeur que celui-là. Donc on a l'impression que le clavier du MacBook Pro Retina est plus large, mais ce n'est pas le cas. Les touches du MacBook tout court sont en fait elles plus grandes, donc elles ont l'air plus resserrées, ce n'est pas qu'un air. C'est très efficace. Et il y a donc un trackpad avec ce qui s'appelle Force Touch, un peu comme sur l'Apple Watch. Coucou. Et alors ce trackpad a une particularité, c'est qu'on peut faire un clic simple comme ça. Voilà. On fait un clic simple. Et on peut appuyer plus fort dessus. Et là, ça lance d'autres fonctions, par exemple un aperçu. J'ai pas trouvé ça particulièrement utile, mais bon, c'est présenté comme étant une nouveauté, alors je ne vais pas passer ça sous silence. Que dire ensuite? Donc je l'ai utilisé pendant 2 semaines, majoritairement pour faire du web et de la bureautique, synchroniser ma Dropbox, regarder des vidéos dans l'avion. Alors c'est marrant, c'est que tout le monde a remarqué sa taille, de l'hôtesse de l'air à mon père, qui ne sont pas forcément des technophiles avisés. Ils avaient très vite repéré, il m'a dit mais c'est pas la taille de ton ordinateur habituel ça. Et moi j'ai repéré l'autonomie, puisqu'en avion j'ai pu regarder des films et des films et des films sans avoir à le brancher, ce qui confirme que il peut tenir jusqu'à 10 heures comme Apple l'indique. Moi j'étais plutôt proche des 8 heures d'autonomie, puisque j'avais une utilisation un peu variée, qui n'était pas que de regarder des films. Donc en parlant de ça, il intègre 2 haut-parleurs qui se trouvent ici. Le son est plutôt bon, hein. Very generous of you, Mary. It's been a good night. Want me to get you a cab? No, just grab one up the street. Et encore, bon, les haut-parleurs, je m'en suis quasiment jamais servi sur cet appareil, puisque en mobilité, je mettais un casque pour ne pas déranger tout le monde. J'ai pas beaucoup de démos à faire de rapidité, en fait, puisque sur le web, une fois que Safari est lancé, et ça se lance plutôt vite, il est rapide. Mais c'est pas une bécane dont toute puissance pourra vous surprendre, puisque c'est une machine qui n'est pas puissance. C'est une machine qui fait des concessions sur la puissance pour atteindre ce poids notamment et cette autonomie. Donc je me suis aussi forcé, excusez-moi, envie de tousser. Oh là là. Je me suis aussi forcé à passer sur les logiciels Apple, puisque j'utilisais Chrome qui consomme énormément d'énergie. Et c'est vrai que ça s'en est ressenti pour moi dans mon quotidien, de gagner en autonomie, même sur mon MacBook Pro Retina, dont l'autonomie était quand même plus faible quand j'étais 100% Chrome. Bon, ça c'est une question d'optimisation, et heureusement qu'Apple sait optimiser sa propre machine. Voilà, là on a le petit graphe avec l'utilisation du processeur. Donc, d'ailleurs il affiche 4 cœurs, je croyais qu'il y en avait 2. Oui, il y a 2 cœurs, effectivement, ça va, je ne suis pas fou. Donc à l'utilisation en web, bureautique, etc., plutôt réactif. Le souci se pose dès qu'on veut transférer dessus des images, par exemple, puisque évidemment le petit problème c'est qu'il faut tout faire en sans fil, et que on n'a pas toujours tous les appareils qui sont compatibles avec cette utilisation mobile d'utiliser que le Wi-Fi, que du AirPlay, que du Bluetooth, que du Wi-Fi. Donc moi je me suis quand même un peu servi de l'adaptateur qui était proposé, ce que j'ai trouvé fort pratique. Mais ce qui n'est pas pratique, c'est qu'il faut le
balader avec soi pour profiter de la totalité des fonctions de son ordinateur. Ah, voilà, des photos que j'avais déchargées dessus. Bon, ça charge à une bonne vitesse hein, pour des clichés qui font. Celui-là faisant 10 mégas, il n'y a pas de sentiment de ralentissement particulier. C'est juste pas la machine la plus puissante du monde. Bon, si je devais résumer, après mes 2 semaines passées avec le MacBook, j'aimerais beaucoup acheter cette machine. La seule chose que j'utilise qui nécessite vraiment énormément de puissance sur mon MacBook Pro Retina, c'est les machines virtuelles. Et ça, depuis plusieurs années, je fais des allers-retours entre les avoir hébergés dans mon ordinateur et les exécuter dessus, ou les avoir hébergés à distance, et du coup y accéder à distance et ne pas nécessiter de puissance sur ma machine. Ça a un point noir, c'est que ça ne marche pas quand on est dans des environnements où il n'y a pas internet, ou alors quand on a besoin que la machine virtuelle accède à des périphériques locaux. Donc pour ça, l'exécution sur le Mac est nécessaire. L'autre truc chiant qu'on perd au passage, c'est quand même MagSafe, le connecteur que vous connaissez peut-être du Mac, qui est là, qui a pour avantage de se défaire de façon magnétique. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur classique et que vous faites ça sur le câble, l'ordinateur part avec et tombe et se casse probablement, surtout ça se tordra puisque ceux-ci sont en aluminium. Et bien avec le nouveau MacBook, c'est un connecteur qui n'est pas MagSafe. D'ailleurs, voilà le chargeur dont je vous parlais, tout petit. On va le comparer à un chargeur de MacBook Pro. Donc on gagne quand même en taille, on s'approche d'un chargeur d'iPad, d'ailleurs c'est peut-être la même taille, je suis pas sûr d'en avoir dans mes tiroirs. Non, j'en ai pas. Donc ça c'est les adaptateurs d'écran DisplayPort. Alors ça c'était aussi ma frustration, c'est qu'à la sortie du MacBook, il n'y avait pas de connecteur DisplayPort. Et moi à la maison, mon écran se branche avec DisplayPort, donc pour l'instant je ne peux pas utiliser cet écran qui par contre fonctionne très bien avec mon MacBook. Oh, je fais tout tomber. D'ailleurs voici le câble USB-C qui sert à la recharge. Ça change par rapport au câble classique de charge des MacBooks, c'est qu'on peut le débrancher des deux côtés de l'alimentation, puisque de ce côté-là, il y a aussi un connecteur USB-C, alors que sur un chargeur de MacBook normal, vous ne pouvez pas débrancher cette partie-là. Par contre, le chargeur de MacBook normal avait aussi ce truc très pratique qui permet d'enrouler les câbles, qui n'est pas présent sur le chargeur du MacBook tout court. Ensuite, moi je me suis trouvé très pratique d'avoir cet appareil, puisque quand je fais de l'informatique, j'ai besoin d'avoir un port Ethernet, et c'était cool de ne pas brider mes ports USB, donc d'en avoir encore. Donc malheureusement, c'est toute la limite de la chose. On est obligé d'enfiler 2 connecteurs à la suite pour pouvoir brancher quoi que ce soit. Hop, je vais faire ça hors caméra, puisque à une main, c'est horrible. Horriblement pratique. Voilà, donc ça fait quand même un gros machin juste pour pouvoir avoir du réseau et de l'USB 3. Mais il faut se rappeler que c'est pas forcément le scénario d'utilisation de tout le monde que d'avoir besoin d'une prise Ethernet, puisque chez soi déjà on est en Wi-Fi comme maintenant, et que tout le monde ne travaille pas dans l'informatique. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé d'ailleurs dans ce Mac, en parlant de travail et de déplacement, c'est que quand il est dans mon sac, j'avais l'impression qu'il était pas là, parce qu'il est vraiment léger, il fait la moitié du poids de mon MacBook Pro. Mais par contre, il n'est pas beaucoup plus léger qu'un MacBook Air, et c'est ça qui est assez marrant, ou pas, et que d'ailleurs, un MacBook Air 11 pouces, entendons-nous, et la différence de prix est quand même au moins de 200 € par rapport aux 11 pouces pour une configuration sensiblement identique, mais avec un processeur plus puissant, puisque c'est un Core i5 sur un R,
et le R 11 pouces fait 1,08 kg. Donc on est très très proche du poids d'un MacBook, et surtout donc là il faut considérer qu'on a un MacBook qui est d'une taille plus grande pour un poids inférieur à un ordinateur plus petit, donc ça c'est pas mal, mais sur un MacBook on n'a pas besoin d'emmener 12 milliards d'adaptateurs puisque il y a déjà dessus de la connectique et notamment la sortie Thunderbolt qui permet de brancher différentes choses dessus et de l'USB de chaque côté et un MagSafe. Donc ça c'est vrai que c'est quand même le point qui pourrait faire pencher pour un MacBook Air, contrairement à un MacBook tout court. Et donc ouais, super belle machine. Si un adaptateur sympa sort qui me permet d'avoir ma sortie d'écran, le charger et de tout faire plutôt tranquillement, je remplacerai peut-être celui-ci par celui-là. Je pense que j'ai oublié des trucs, donc je suis ouvert à vos questions. L'écran est magnifique pour refaire le tour, le clavier est très bon, l'autonomie pas mal du tout, c'est juste la puissance qui n'est pas folle. Et le manque de port peut nuire à certains, mais on peut y pallier via des adaptateurs. À votre dispo pour toute question.